Bienvenue sur le podcast de DevMania. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de boucle dans un code informatique. Car lorsque l'on code, on a souvent besoin de parcourir une liste d'objets ou de boucler des actions pour certaines raisons. L'utilisation la plus fréquente des boucles en informatique est pour parcourir une liste d'objets. Cela peut avoir plusieurs utilités. La première est de parcourir une liste pour effectuer une action sur chaque objet. Par exemple, vous avez une liste de personnes et vous voulez exécuter une fonction sur chacune de ces personnes pour actualiser l'âge de celle-ci. Dans ce cas, au sein de la boucle, on va récupérer la personne courante et appeler la fonction qui actualise l'âge avec en paramètre la personne courante. On peut aussi se servir des boucles pour faire du tri. Par exemple, on a deux tableaux, un avec des gens et un autre vide. Celui-ci devrait être rempli qu'avec des personnes qui ont la majorité. Pour cela, on parcourt toutes les personnes, on regarde si la personne courante a la majorité, et dans ce cas, on l'ajoute au tableau vide. On peut aussi faire des boucles pour faire un calcul. Je vais encore prendre un exemple avec l'âge, car finalement, c'est un exemple qui peut couvrir tous mes cas d'exemple. Nous voulons trouver l'âge moyen d'une liste de personnes. Dans ce cas, on va déclarer une variable qui sera la somme de tous les âges. Ensuite, on parcourt toutes les personnes du tableau pour ajouter l'âge à notre variable. Une fois le tableau parcouru, on divise cette variable par le nombre de personnes dans le tableau. Ainsi, nous avons la moyenne. On peut aussi parcourir une liste d'objets pour trouver un objet spécifique. Par exemple, dans ma liste, je veux trouver la première personne à avoir 25 ans. Pour cela, on parcourt la liste de personnes et on regarde sur la personne courante si elle a 25 ans. Dans ce cas, on stoppe la boucle et on aura la première personne. Mais ce n'est pas la seule utilité d'une boucle. On peut aussi faire d'autres actions. Celles-ci seront un peu plus abstraites, alors je vais utiliser des exemples. Mon premier exemple est la boucle d'événements Node.js. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à écouter mon podcast précédent. Cette boucle permet d'exécuter des actions à des moments différents. Il n'y a pas de parcours d'objets. Il en est de même avec la boucle principale d'un jeu vidéo. En fait, dans un jeu vidéo, nous allons avoir une boucle presque infinie. Et ce qui arrête la boucle est une action utilisateur qui permet de quitter le jeu. La chose que fait cette boucle est juste une suite d'actions. On va d'abord regarder les interactions de l'utilisateur et les traiter. Ensuite, on va faire les actions des personnages non jouables, prendre en compte les collisions, et on finira par l'affichage du jeu. Comme vous pouvez le voir, on ne parcourt pas une liste d'objets. Par contre, on va exécuter des processus ou actions, comme vous préférez, et cela en boucle. Il y a plusieurs façons de faire les boucles, et elles sont plus ou moins communes à tous les langages. La logique sera la même, mais pas forcément la syntaxe. Voyons cela ensemble et commençons par la boucle for. La boucle for est celle que les développeurs utilisent tout le temps, car c'est celle qui permet de parcourir des objets de façon optimale, mais pas que. En fait, la boucle for est à privilégier lorsque l'on connaît le nombre d'itérations à faire. Par itération, je veux parler du nombre de fois où l'on va rentrer dans la boucle. Pour une liste d'objets, cela est pertinent, car en général on va parcourir toute la liste et on connaît de base le nombre d'objets dans la liste. En général, dans les langages d'aujourd'hui, il y a souvent deux façons de faire cette boucle. La première est de l'utiliser avec les index du tableau. Par exemple, for, entre parenthèses, let x égale 0, point virgule, x inférieur à position.length, point virgule, x plus plus, fermeture de la parenthèse. Comme vous pouvez le voir, on déclare le x qui démarrera à 0 et que l'on va incrémenter de 1 jusqu'à ce qu'il soit supérieur ou égal au nombre de positions dans le tableau. Cela permet d'avoir l'index d'un objet assez facilement si on en a besoin. Personnellement, j'utilise souvent cette façon de faire pour la génération d'ID lorsque je fais de l'affichage. Par exemple, vous avez une liste d'objets sans ID et pour chaque objet, il faut un bouton supprimer. Comme vous n'avez pas de référence sur votre objet, vous allez devoir vous baser sur l'index de l'objet pour pouvoir supprimer le bon objet dans le tableau. Un des avantages aussi de cette boucle est de donner une condition autre qu'à la fin de votre liste. Par exemple, vous avez une liste de 5 personnes et vous voulez vous arrêter quand l'une des personnes a 2 enfants. Vous allez parcourir votre liste et de base, il y aura la condition jusqu'à la fin de la liste. Mais il y a aussi celle qui check si la personne a 2 enfants. Cette façon de faire permet de parcourir un tableau à l'envers. Typiquement, lorsque l'on veut supprimer un objet dans une liste, il vaut mieux la parcourir à l'envers. Car lors de la suppression, on change la taille du tableau et cela peut être problématique quand on parcourt la liste à l'endroit.
Il y a une autre raison pour laquelle je l'utilise souvent en JavaScript et que les autres façons de faire sont récentes et donc pas forcément compatibles avec tous les navigateurs. C'est d'ailleurs le cas de la boucle de type for each. Souvent, cette boucle a la forme de for entre parenthèses let item of list et fermeture de la parenthèse, ou directement une fonction qui s'appelle for each et qui demande une fonction en paramètres. Comme vous pouvez le voir, ici on parcourt quoi qu'il arrive la totalité de la liste. Il n'est pas possible de donner une autre condition pour stopper le parcours. Bon, après, il est possible de stopper toutes les boucles, mais j'en parlerai vers la fin du podcast. Cette façon de faire une boucle for simplifie énormément la syntaxe. Elle apporte vraiment un confort aux développeurs. Cependant, il faut faire attention, car en fonction de votre langage, elle peut être soit plus performante, soit moins performante que la première. Par exemple, en C#, il est plus efficace de faire une boucle for classique que de faire un for each. Je vous mets deux liens en description, dont un qui explique que le for each est plus long et un autre qui nuance les choses. Par contre, dans celui qui nuance, pour la simple boucle for du deuxième cas de test, il aurait gagné en performance en déclarant une variable contenant le résultat de l'index du tableau. Enfin, je vous laisse vous faire votre propre réflexion. La deuxième façon de faire une boucle sont les boucles while. Vous pouvez aussi les utiliser pour des listes d'objets, mais pour moi ce n'est pas leur première utilité. Je m'en sers très peu, mais quand je m'en sers, c'est pour des choses où je ne sais pas quand la boucle doit s'arrêter. Je vous ai donné l'exemple de la boucle principale d'un jeu vidéo, et bien typiquement, je la fais avec la boucle while. Car comme c'est le joueur qui décide quand l'arrêter, je ne sais pas quand elle va s'arrêter, contrairement au parcours de la liste. Comme pour la boucle for, il y a deux façons de faire une boucle while. La première façon est la version classique et la plus utilisée. Elle sera de la façon suivante. While, entre parenthèses condition d'arrêt, suivi des actions à exécuter dans la boucle. Comme vous le voyez, on ne rentre pas nécessairement dans la boucle. Si la condition est négative, on ne rentre pas dedans. Je vais vous donner un exemple concret avec des poissons. Comme je suis à Brest, les poissons ça me parle, enfin ça fait gloup plutôt que parler. Imaginez un programme qui génère des poissons tant que l'aquarium n'est pas plein. Eh bien, nous aurons une variable avec le nombre de poissons dans l'aquarium et nous avons une autre qui donne le nombre de total de poissons pouvant être dans l'aquarium. Dans ce cas, la boucle while aura cette tête. While, entre parenthèses, nombre de poissons dans l'aquarium, inférieur au nombre total de poissons dans l'aquarium. Et dans notre boucle, nous augmentons le nombre de poissons de l'aquarium de 1. Lorsque le nombre de poissons aura atteint le nombre total que peut contenir l'aquarium, la boucle s'arrêtera. Mais si de base l'aquarium est plein, on ne rentrera même pas dans la boucle. On peut aussi se servir de cette boucle pour faire des boucles infinies. Cela est utile, si par exemple on veut régulariser une température. Pour cela, notre while aura la condition suivante, while entre parenthèses true, suivi de la gestion de chauffage, qui sera un simple if qui allume le chauffage quand la température est trop basse. Et si la température est atteinte, on éteint le chauffage. En fait, ici nous avons besoin d'une boucle infinie, car nous avons besoin de faire cela en boucle, sans s'arrêter. La deuxième façon de faire une boucle while est le do while. Ce qui change par rapport à la façon précédente est de passer obligatoirement dans la boucle une première fois. En gros, votre boucle commence par le mot-clé do, ensuite votre traitement, et se termine par while et votre condition. En gros, même si votre condition est atteinte avant d'entrer dans la boucle, vous passerez quand même dedans. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'exemple à vous donner. En fait, pour être franc avec vous, je crois que je n'ai jamais utilisé cette boucle pour faire un while. Peu de personnes l'utilisent, mais un jour vous en aurez peut-être besoin, alors je la présente. J'ai quand même envie de vous donner un exemple pour la boucle principale dans le jeu vidéo, mais l'autre façon de faire fonctionne tout autant. Au début de ce podcast, je vous ai parlé d'arrêter une boucle. Eh bien cela est possible avec le mot-clé break. Et c'est à ce moment où je me souviens de l'un de mes professeurs dire non, n'utilisez pas break, car si vous avez deux boucles imbriquées, on ne sait pas laquelle il va arrêter. Eh bien avec le temps, j'ai envie de dire si, on le sait. Le break stoppe la boucle qui le contient. Ce sera plus parlant avec un exemple. Vous avez une boucle while qui contient une boucle for. Et dans la boucle for, vous mettez un break. Le break va donc arrêter la boucle for. Il existe un autre mot-clé que j'ai découvert sur le tard et qui est pourtant très utile. Le mot-clé continue. Cela permet d'arrêter l'exécution de la boucle pour la valeur en cours et de passer directement à la prochaine itération. Par exemple, vous avez une liste et si la personne n'a pas 18 ans, on ne fait pas le traitement. Eh bien, dès que l'on tombe sur une personne qui a moins de 18 ans, on fait appel à continue. Ainsi, on passera à la personne suivante
sans faire le traitement qui est fait après le continu. J'aimerais vous demander une dernière chose avant de vous quitter. J'ai créé un sondage afin de connaître un peu plus vos attentes sur le podcast. Vous pouvez le retrouver et le remplir sur dev-mania.fr/avis. Je voulais aussi vous remercier car c'est grâce à vos écoutes que ce podcast se fait connaître et surtout c'est grâce à vous que je continue de le faire. Pour finir cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes épisodes sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.